Une soupe d'éléphant pour un nouveau-né. Moussa Kanté. Une colonne de jeunes femmes revenant de la rivière traversait la place déserte du marché pour se rendre dans le village. Chacune d'elles, torse nu, portait une calebasse d'eau sur la tête. Elles s'approchèrent respectueusement de nous, saluèrent Djeliba et me taquinèrent en me traitant affectueusement de coquin. Avec un grand sourire, Djeliba répondit à leurs salutations. Quand elles furent loin de nous, il m'invita, à travers son regard complice, que je comprenais très bien, à reprendre la conversation. J'avais mis à profit son moment d'occupation avec les jeunes femmes pour préparer soigneusement ma question suivante. Djeliba, peux-tu faire de moi ton élève? Il releva la tête, me fixa intensément dans les yeux et cracha son tabac avant de répondre. Mon petit, tu ne peux pas être mon élève, je ne pourrai pas t'enseigner. La nature t'a doté d'une grande capacité intellectuelle, mes connaissances à elles seules ne pourront jamais suffire pour t'enseigner. En plus de notre histoire, dans ta petite tête, il y a de la place pour stocker l'histoire de toute l'humanité. Il te faudra aller à l'école des Blancs. À leur école, tu apprendras des choses que moi, Djeliba, je ne connais pas. Tu apprendras à observer les Blancs et à les connaître, pendant qu'ils t'apprendront à compter et à soigner tes compatriotes avec leurs médicaments, à comprendre le fonctionnement du corps humain et à connaître le cycle des constellations. Tu étudieras minutieusement leur comportement envers nous. Leur école t'apprendra des choses que tu ne sais pas. Au-delà de sa mission colonisatrice, humiliante et sauvage, elle t'enseignera leur langue qui te permettra de communiquer avec la moitié du monde sans avoir besoin d'interprète. Leur école, contrairement à ses attentes, te donnera les moyens de dénoncer à la face du monde leurs pratiques barbares et inhumaines envers nos peuples. Enfin, tu pourras écrire à quelqu'un qui pourrait se trouver à l'autre bout de la terre sans aucune difficulté, alors que ton admirable Djeliba ne peut pas communiquer avec des concitoyens au-delà d'un rayon de 50 kilomètres. Je ne voulais pourtant pas de cette école. Ma soif d'apprendre ne gravitait qu'autour des connaissances de Djeliba. Mais si malgré tout je devais y aller, alors je ne voudrais y apprendre rien d'autre que l'histoire, cette science de Djeliba. Je n'étais d'ailleurs pas sûre de trouver là-bas des maîtres à sa hauteur. Je me souviens qu'il m'avait un jour dit que la connaissance est un verger de plusieurs arbres fruitiers. Pour choisir le fruit d'un seul de ces arbres, il fallait découvrir la saveur de toutes les espèces végétales du verger. L'école a pour mission de nous enseigner toutes sortes de connaissances, de remplir nos têtes de choses autant positives que destructives, mais c'est à nous de faire notre choix et d'en faire un bon usage. C'est ce qu'on appelle la spécialisation. Je me spécialiserai en histoire pour accomplir ma mission. Comme Djeliba, je serai un jour un enseignant de l'histoire, de notre histoire, non pas telle qu'elle est écrite par les Européens, mais telle qu'elle est racontée par Djeliba, c'est-à-dire telle qu'elle a été vraiment vécue, pourvu que je sois éloquent et convaincant comme lui, et pourvu que notre société n'occulte pas délibérément ses propres faiblesses en procédant à des épurations, à des sélections et à des destructions de tout genre qui feront perdre à l'histoire quelques jalons sur son long chemin. Autant la vérité est têtue et sans scrupules, autant l'histoire est noble et fragile. C'est d'ailleurs elle qui donne à la vérité tout son sens et toutes ses vertus. La nuit commençait à tomber, on entendait encore au loin le bruit répété des pilons de quelques ménagères insouciantes. Autour du feu de bois, les élèves de l'école coranique récitaient à haute et inintelligible voix leurs versets du jour pour mériter l'admiration et les bénédictions de Karamoko Fodé, notre maître. Ils criaient à rompre leur corde vocale. Je n'aimais pas non plus aller à l'école coranique, car là-bas aussi on me disait de réciter des choses que je ne comprenais pas. Je trouvais toujours une raison de ne pas y aller. Maux de tête ou maux de ventre, tout était bon pour ne pas y aller. Une fois, je me rappelle encore, Djeliba, pour m'obliger à m'y rendre, m'avait dit « Je ne t'enseignerai plus rien tant que tu n'iras pas à l'école coranique. »
Ce jour-là, dès le crépuscule, je fus, à la grande surprise de Karamoko Fodé et des autres enfants du village, le premier des élèves à prendre place autour du feu. Face à la menace, j'avais repris la fréquentation de l'école coranique tout en réfléchissant à la mise en place d'une nouvelle stratégie qui me permettrait de fréquenter aussi souvent que je le pourrais une autre école, la mienne, qui s'appelle l'école buissonnière et qui est en réalité mon école préférée. Mon père ne savait pas que je passais le meilleur de mon temps en compagnie de Djeliba. Chaque fois que je faisais l'école buissonnière, j'étais en sa compagnie. Notre amitié, bien que très saine, devait rester secrète. Chez nous, les forgerons et les griots détiennent des fétiches et des pouvoirs qu'ils ne transmettent qu'à des enfants appartenant à leur clan respectif. Parfois, il arrive qu'à titre exceptionnel, ils lèguent leur savoir à un enfant de notre clan par amour. C'est bien ce qui semblait être mon cas. Je pensais être le choix de Djeliba. Un tel choix se construisait toujours sur la base de la complicité et de l'admiration. Seule ma mère était témoin de ce qui me liait à lui. Chaque fois qu'elle voulait me voir, elle savait où me retrouver. Un jour, pour calmer la colère de mon père qui était furieux après moi, elle arriva chez Djeliba très mécontente et m'intima sèchement de rentrer immédiatement avec elle à la maison où mon père m'attendait, pour me rappeler qu'il fallait rentrer tous les jours avant la tombée de la nuit. En arrivant chez moi contraint et forcé, je regrettais déjà de n'avoir pas posé à Djeliba une dernière question qui trottait dans ma tête et qui me paraissait cruciale. Mais le jour était déjà tombé et je ne devais plus être dehors. Chez nous, les enfants ne se promènent pas la nuit au risque de tomber dans le filet des sorcières. C'est ce que ma grand-mère me disait avant sa mort. J'aurais voulu être grand pour pouvoir retourner chez Djeliba, pour y rester aussi longtemps que je l'aurais voulu, mais la petite place que la communauté des adultes m'accorde n'est pas suffisante pour braver les interdits. La nuit fut très longue. Je voulais me cacher malgré tout pour aller le rejoindre, mais la peur de me faire fouetter par mon père me cloua sur la natte au fond de la case de ma mère. Je devais prendre mon mal en patience. Je le retrouverai dès le premier chant du coq. J'enfilerai ma petite culotte et je me présenterai devant sa case dès l'aube, car j'avais hâte de savoir comment les Africains avaient mis fin à la colonisation. Je ne pouvais pas rester sur ma faim. Sans la moindre réponse à cette question, je me sentirais jamais bien dans ma peau et dans ma tête. Très tôt le matin à mon réveil, pour rendre inaudible le bruit de mes pas par le caquettement des poules, j'ai couru ouvrir le poulailler avant de m'éclipser derrière les cases. Je savais que Djeliba était réveillé. Comme tous les notables du village, il allait tous les matins à la mosquée. À mon arrivée chez lui, il était très surpris par ma présence à cette heure-là. Il m'accueillit tristement, son long cure-dent dans la main, l'expression de son visage très grave qui traduisait son mécontentement. « Tu es trop jeune pour sortir si tôt de l'enclos paternel. Qu'est-ce qui t'arrive ?» « Djeliba, je n'ai pas pu fermer les yeux de toute la nuit. Je voulais savoir comment les Africains se sont libérés de la colonisation. » Sans plus tarder, comme si ma tête était une calebasse vide qu'il fallait remplir, le vieil homme se mit à parler. « Mon petit, la décolonisation a été le fruit d'une longue et difficile lutte menée par des dignes filles et fils de l'Afrique. Ce fut une lutte plutôt politique que militaire. De jeunes Africains formés à l'école coloniale pour servir leur administration ont pris conscience de la condition de vie de leur peuple et ont fondé des mouvements politiques contre la présence des colonisateurs sur notre sol. Chez nous, des femmes très déterminées et audacieuses avaient créé des partis politiques tels que le PRC,
issus du Haredia et bien d'autres encore. Il y avait aussi des mouvements syndicaux pour s'opposer à l'arbitraire et aux travaux forcés. Les jeunes qui menaient ces luttes étaient-ils assez nombreux pour être efficaces? Oui, mon petit, mais malheureusement, ils se sont souvent trompés de cible pour se livrer mutuellement une lutte sans merci pour le pouvoir. Chacun voulait être le meilleur et le plus influent. De nos jours, on appelle ça la lutte pour le leadership. Au lieu d'avoir une attitude commune contre l'occupation coloniale, ils se sont livrés à des querelles fratricides dans lesquelles tous les moyens étaient bons pour nuire aux autres et les détruire. Maraboutage, sorcellerie, fétichisme ou atteinte à l'intégrité physique de l'autre avec des armes. Plus surprenant encore, certains ont fait une cause commune avec celui qui était supposé être l'ennemi commun. D'autres, en outre, ont poussé la haine jusqu'à avoir recours à des méthodes hors normes, en procédant à des sacrifices dignes des fauves. Enfin, d'autres encore ont signé un pacte avec le diable pour la suppression pure et simple, réduisant ainsi la portée idéologique de leur lutte pour la libération à une simple querelle intestine et fratricide. C'est ce que je t'expliquais dans le conte, la lutte du grillon. Mais Djeliba, tu ne m'avais jamais dit ce conte. Peux-tu le faire maintenant?